Imagine-toi au sommet du monde, un combattant d'arts martiaux mixtes redoutable, invaincu à chaque combat. Partout où tu passes, les gens t'admirent et te vénèrent, te surnommant l'humain le plus fort de la planète. Et tout ça à seulement 27 ans. Mais au moment où tu décides enfin de prendre ta retraite pour mener une vie paisible et prospère, un camion sorti de nulle part te percute de plein fouet, t'envoyant directement dans l'au-delà. Et pourtant, ce n'est même pas le plus fou dans cette histoire, car lorsque tu ouvres à nouveau les yeux, tu es toujours dans ton corps, mais dans un monde totalement différent. Fini la gloire, la reconnaissance, les combats. Ici, tu n'es rien de plus qu'un esclave, contraint de trimer chaque jour sous peine d'être exécuté. C'est l'histoire de Choi Yun-seok, un jeune homme de 27 ans qui ne peut s'empêcher de pleurer sur la façon ridicule dont il est mort, juste au moment où il allait enfin profiter de la vie. Le pire, il n'avait jamais eu de copine, pas une seule, et maintenant, c'était trop tard. Mais après seulement une demi-heure à ressasser son sort, il réalise que peut-être la mort n'est pas si terrible après tout. Après tout, il n'avait ni famille, ni amis, personne qui tenait vraiment à lui. Et puis, plus besoin de s'entraîner jusqu'à l'épuisement tous les jours. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, un étrange éclat lumineux apparut devant lui, attirant son regard. Soudain, une main surgit de la lumière, et une adorable créature céleste en sortit. Elle l'appela par un titre grandiose, héros de rang SSS, et s'excusa d'être en retard. Elle se présenta sous le nom de Rachel, une recruteuse chargée de repérer les âmes dont la vie a pris fin sur Terre. Mais Choi Yun-seok ne l'écoutait déjà plus. Son regard était complètement captivé par la beauté saisissante de l'ange, incapable de se concentrer sur le moindre mot. Puis, sans prévenir, Rachel lui prit la main et lui exposa deux choix. Le premier, accepter son destin et attendre d'être réincarné dans une nouvelle vie, en vieil homme misérable et solitaire. Le second, être ressuscité dans un autre monde en tant que héros légendaire, adulé par toutes les femmes qui rêveraient de passer une nuit avec lui. Mais contre toute attente, Choi Yun-seok ne se précipita pas pour choisir. Il hésita, demandant maladroitement à Rachel un peu plus de temps pour y réfléchir. L'ange s'approcha et tenta de le convaincre que cette opportunité était unique, qu'il aurait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Elle insista pour qu'il ne laisse pas passer cette chance. Cependant, une seule pensée freinait Choi Yun-seok. Être un héros signifiait combattre. Et tout ce qu'il voulait, lui, c'était une vie paisible, un rêve qu'il n'avait jamais pu réaliser. Rachel, toutefois, n'avait pas l'intention d'abandonner aussi facilement. Pour une raison obscure, elle tenait absolument à ce qu'il accepte son offre. Déterminée, elle adopta une autre approche. Elle sortit une petite poupée et mima un scénario. Une fois réincarné en héros, Choi rencontrerait un chef de village qui lui confierait des quêtes simples et sans danger. À la fin de ses missions, le chef lui offrirait sa fille unique, la plus belle femme de tout le continent. Même après cette démonstration, Choi Yun-seok resta perplexe. Il n'était pas plus avancé dans sa réflexion et ne montrait toujours aucun signe d'intérêt pour la vie de héros. En voyant son expression indécise, Rachel comprit que son plan avait échoué. Sans perdre une seconde, elle passa au plan B. Soudain, elle fit volte-face et s'éloigna d'un pas lent, laissant transparaître une déception évidente. D'une voix détachée, elle lui souhaita bonne chance dans sa future vie de vieux célibataire et lui rappela nonchalamment qu'il n'y avait aucune garantie qu'il soit réincarné en humain la prochaine fois. Le stratagème fonctionna à merveille. Choi Yun-seok frissonna à cette idée. La dernière chose qu'il voulait, c'était revenir sous la forme d'un vieil homme pathétique, ou pire, d'un animal hideux. Pris de panique, il réagit instinctivement, attrapa les pieds de Rachel et se mit à la supplier, promettant de faire tout ce qu'elle voudrait. L'ange, feignant de ne pas l'entendre, lui demanda de répéter. Cette fois, Choi, toujours agrippé à ses pieds, hurla de toutes ses forces qu'il deviendrait le héros. Un sourire satisfait s'étira sur le visage de Rachel. Son second plan avait fonctionné à merveille. Sans perdre une seconde, l'ange se mit au travail, préparant le transfert du garçon vers sa nouvelle vie, ce qu'il ne s'attendait pas à voir arriver aussi vite. Tandis qu'un cercle de téléportation lumineux apparaissait sous lui, Rachel déclara joyeusement qu'il n'y avait aucune raison de traîner ici, alors qu'un monde merveilleux l'attendait. L'idée d'être expédié dans un autre monde sans la moindre préparation était terrifiante, mais ses protestations restèrent vaines. L'ange l'envoya sans lui laisser le temps d'exprimer la moindre inquiétude. Une fois sa mission accomplie, Rachel se détendit enfin. Un large sourire illumina son visage, soulagée d'avoir enfin convaincu Choi Yun-seok de faire ce qu'elle voulait. Mais alors qu'elle s'apprêtait à savourer sa victoire, son téléphone se mit à sonner. D'un ton désinvolte, elle annonça que la transmigration de Choi Yun-seok avait été réalisée avec succès, comme promis. Puis, sans perdre le nord,
Elle réclama sa commission, conformément à leur accord. Pendant ce temps, le protagoniste se réveilla à moitié, allongé sur un lit en bois. Il entendait, ou peut-être rêvait-il, une voix l'appelant pour le tirer du sommeil. Il supposa qu'il s'agissait du chef du village dont Rachel lui avait parlé, venu lui confier cette fameuse mission facile. Sûr de lui, Choi-Han-seok s'attendait à une tâche insignifiante, mais son moment de calme fut violemment interrompu. Une douleur fulgurante explosa dans son ventre sous l'impact d'un coup brutal. Il se redressa d'un bond, grognon, prêt à confronter l'imprudent qui avait osé le réveiller de cette manière. Mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Un immense orque se dressait devant lui, une tête de taureau en guise de casque, hurlant furieusement sur le fait qu'il osait dormir dans le dortoir des esclaves à une heure pareille. Un instant, Choi crut qu'il s'agissait bien du chef du village, celui censé lui offrir sa fille après quelques quêtes simplistes. Alors, il s'assit poliment sur le lit et se présenta comme le héros, sans dévoiler son véritable nom. L'orque s'approcha, le détailla de la tête aux pieds, puis, à la grande surprise de Choi, marmonna. Les héros d'aujourd'hui sont-ils vraiment aussi stupides? Choi-Han-seok cligna des yeux, déconcerté. Avait-il dit quelque chose de travers? Cet orque n'avait rien du bienveillant chef que Rachel lui avait décrit. Pourtant, il se convainquit qu'une ange aussi douce et magnifique que Rachel n'aurait aucune raison de lui mentir. Il comprit alors que tout cela devait être un test, un défi, ou peut-être une quête tutorielle destinée à le mettre sur les rails. Mais l'aura écrasante que dégageait l'orque à deux taureaux lui glaça le sang. Loin d'être un simple monstre de didacticiel, cette chose était terrifiante. Il hésita un instant, mais en tant qu'ancien combattant professionnel coréen, il savait qu'il n'avait pas le luxe de reculer. La peur ou non, il devait faire face. Soudain, il passa à l'action, visant un coup de pied précis sur le point faible de l'orque. Il était convaincu qu'un simple coup bien placé suffirait à mettre à terre ce monstre insignifiant. Il y mit toute sa force. Son pied frappa sa cible de plein fouet, mais à son grand désarroi, l'orque ne broncha même pas. L'impact, censé être dévastateur, ne fit qu'énerver davantage la créature. Sans prévenir, l'orque attrapa sa jambe en plein vol et d'un ton moqueur lâcha. Comment un prétendu héros peut-il être aussi faible? La pression autour de sa jambe s'intensifia. Une douleur vive explosa dans ses muscles alors que l'orque serrait avec rage, marmonnant qu'il en avait assez de s'occuper d'imbéciles comme lui. Mais le pire restait à venir. L'orque, le regard noir, retroussa ses babines en un rictus menaçant. « Laisse-moi t'apprendre une bonne leçon ». Choi sentit immédiatement le danger. Mais dans sa position, il était incapable d'esquiver, encore moins de parer l'attaque qui allait suivre. Des heures plus tard, Choi-Han-seok se réveilla dans une prison souterraine, se débattant et hurlant qu'il voulait un match retour contre l'orque à tête de vache. Ses cris désespérés résonnèrent dans la cellule jusqu'à ce que la porte grince soudainement. Cette fois, c'est un gobelin qui entra. Une gigantesque épée ensanglantée posée sur son épaule. Le gobelin le fusilla du regard avant de grogner. « Pourquoi est-ce que tu nous casses les pieds dernièrement ?» La simple vue de cette créature et de son arme glaça Choi jusqu'aux os. Terrifié, il jura immédiatement qu'il resterait tranquille dorénavant. Avant de partir, le gobelin lui lança un dernier avertissement. « Si tu refais encore un coup pareil, je te transforme en soupe de viande. » Puis, il le laissa seul avec ses pensées. Une fois de plus, Choi se retrouva noyé dans ses réflexions, incapable de comprendre comment il avait pu finir ici. Il était bien loin de l'image du héros que l'ange lui avait promis. Et pour ne rien arranger, l'idée qu'il risquait de mourir une seconde fois en restant puceau ne faisait qu'aggraver son humeur. Soudain, une voix s'éleva depuis une petite ouverture dans le mur, interrompant le fil de ses pensées. Intrigué, Choi se demanda qui pouvait bien être de l'autre côté. La voix se présenta comme un seigneur sur le point de devenir un héros. Il poursuivit en expliquant qu'ils étaient retenus prisonniers dans la forteresse de l'armée du roi démon, un endroit où les humains étaient réduits en esclavage. À l'instant où Choi reconnut l'accent de l'homme, il comprit immédiatement qu'il était coréen et s'empressa de lui demander s'il savait pourquoi ils avaient été enfermés ici. Voyant l'intérêt du garçon, l'homme s'écria à plein poumon. « Et vous autres, héros autoproclamés, vous êtes encore en vie? Le vrai héros qui va nous sauver est enfin arrivé. » À la grande surprise de Choi, d'autres voix s'élevèrent depuis les cellules voisines. D'autres prisonniers, se prétendant également héros, commencèrent à crier à l'aide. Une cacophonie de supplications se mit à envahir la prison, ne faisant qu'accroître la confusion de Choi. Saisissant son trouble, l'homme entreprit de tout lui expliquer. D'après lui, celui qui dirige cet endroit est un orque portant un crâne de taureau en guise de casque, un être nommé Riadrun. Les gobelins, comme celui que Choi avait rencontré plus tôt, étaient les gardiens de cette prison.
Mais ce qui suivit le laissa sans voix. L'homme affirma que tous les prisonniers étaient ici à cause de Rachel. Il la traita de démon perfide, doutant qu'elle les ait envoyés là par erreur. Peut-être l'avait-elle fait exprès? À cette idée, Choi sentit le doute s'insinuer en lui. Était-il censé être là? Pour en avoir le cœur net, il demanda au prisonnier comment il avait obtenu ces informations. L'homme répondit avec assurance. « J'ai tout reconstitué en parlant aux autres héros, enfermés aux 4 coins de la forteresse. » D'après ce qu'il avait appris, les héros étaient censés commencer leur aventure au cœur de villes animées ou de paisibles villages. C'était ainsi que cela devait se passer. Pourtant, dans leur cas, l'ange Rachel les avait envoyés dans un tout autre endroit, un cauchemar vivant. Petit à petit, tout commença à prendre sens pour Choi. Il comprit qu'il était sur le point de mener une vie misérable et cruelle dans cet endroit. Tout ça parce qu'il s'était laissé berner par le sourire charmeur d'un ange. Pire encore, il allait probablement mourir puceau. Pendant ce temps, dans une autre partie de la forteresse, une escouade de gobelins surveillait un groupe d'esclaves en plein labeur. Parmi eux se trouvaient Choi Ye-seok, forcé de transporter un tronc d'arbre gigantesque sur son épaule. Tout en avançant péniblement, il se surprenait à fredonner la chanson de travail imposée. « Écrasons les humains, dévorons les humains ». Chaque mot de cette mélodie ignoble lui donnait envie d'exploser de rage. Soudain, un gobelin perché sur un arbre annonça bruyamment que la journée de travail était terminée. Les esclaves furent enfin autorisés à partir. Les poings serrés, Ye-seok fulminait intérieurement. Un jour, je le déchiquetterai membre par membre. Exténué, il retourna à sa cellule et s'allongea, tentant de reprendre son souffle. Il fixa un moment les murs froids et humides de sa prison avant de se dire avec ironie « Honnêtement, cette cellule glaciale est toujours meilleure que ce foutu chantier d'esclaves. » Soudain, une image de Rachel lui revint en mémoire. Il se souvint du moment où elle lui avait parlé de son statut de héros dans un autre monde et de cette mystérieuse fenêtre censée lui révéler sa condition. Au début, Choi se moqua de l'idée, pensant que ce n'était probablement qu'un autre de ses mensonges. Mais après réflexion, il décida de tenter le coup. Rassemblant son courage, il prononça les mots « fenêtre de statue », se sentant légèrement ridicule. À sa grande surprise, quelque chose se produisit réellement. En un instant, une fenêtre lumineuse apparut devant lui, affichant ses capacités, sa force et une multitude d'autres informations. C'était la première fois qu'il voyait une telle interface, et il ne put s'empêcher de se demander ce que signifiaient tous ces chiffres. Alors qu'il murmurait pour lui-même à propos de son endurance à 31, il fut soudain interrompu par un cri incrédule. « Attends, tu as déjà de l'endurance ?» C'est à ce moment-là que Choi réalisa que l'autre homme l'observait en cachette. L'inconnu, un Coréen comme lui, n'arrivait pas à croire qu'il puisse posséder 31 points d'endurance dès le niveau 1. Mais lorsqu'il apprit que Choi avait été un champion dans une vie antérieure, tout cela commença à faire sens. Pourtant, Choi ne montra aucun intérêt à poursuivre la discussion sur ses statistiques. « Peu importe à quel point je suis fort, » déclara-t-il d'un ton froid, « tant que je suis encore un esclave, ça ne sert à rien. » Sur ces mots, il s'allongea sur le sol glacé et se couvrit les oreilles, tentant d'ignorer les encouragements exagérés de l'autre. Il n'était ni d'humeur à se lier d'amitié, ni à faire la conversation. Pour l'instant, il voulait simplement être laissé tranquille, ou au moins donner cette impression. Le temps passa, et aux environs du milieu de la nuit, Choi consulta à nouveau son statut, s'assurant qu'il n'y avait aucun intrus. Cette fois, 2 éléments attirèrent son attention, le mana et les points de héros. Il supposa que le mana lui permettrait plus tard d'acquérir des capacités surhumaines, mais il n'avait aucune idée de l'utilité des points de héros. Poussé par la curiosité, il tenta d'interroger d'autres soi-disant héros à ce sujet, mais aucun d'eux ne semblait en savoir plus que lui. C'est alors que l'espace devant lui se mit à briller à nouveau, exactement comme le jour où il était mort. Soudain, une silhouette jaillit de nulle part, attirant immédiatement son regard, ou plutôt, le distrayant complètement. Rachel venait d'apparaître devant lui. Elle lui demanda de l'écouter, affirmant vouloir lui expliquer le fonctionnement des points de héros. Pourtant, quelque chose en elle semblait différent. Cette Rachel-là était plus petite que dans son souvenir, et ses ailes angéliques avaient disparu. Sans attendre sa réponse, elle se lança dans des explications. Elle lui apprit que les hauts points de héros pouvaient être gagnés en accomplissant des quêtes et utilisés pour acquérir ou améliorer des capacités. Mais avant qu'elle ne puisse terminer, Choi la saisit brutalement, comme s'il attrapait un moineau dans sa main. D'un regard terrifiant, Choi Yeon-seok déclara qu'il se fichait complètement des points de héros tant que Rachel était entre ses griffes. Après tout ce qu'il avait enduré à cause d'elle, il n'avait qu'une seule envie,
se venger. Quelques minutes plus tard, après lui avoir infligé une correction brutale, il l'attacha à l'extrémité de ce qui ressemblait à un hameçon de pêche et exigea qu'elle avoue la vérité. « Pourquoi m'as-tu envoyé dans cet endroit étrange au lieu du village où j'étais censé arriver ?» Face à son regard implacable, Rachel finit par tout avouer. Elle baissa la tête, le visage marqué par un mélange de tristesse et de culpabilité. Elle n'avait jamais voulu le tromper, ni qui que ce soit d'autre. Son erreur venait d'un bug inconnu dans sa compétence de téléportation, un défaut dont elle n'avait pris conscience qu'après coup. Regardant Choi avec sincérité, elle lui expliqua qu'elle était désormais là pour expier sa faute. Son châtiment était de le servir. Elle serait sa fée personnelle, à ses côtés jusqu'au jour où il vaincrait le roi démon. Elle croyait fermement en lui, convaincue qu'il était un guerrier capable de réussir cette mission. Mais Choi n'avait que faire de ces belles paroles. Sans un mot, il lui tourna le dos, la laissant figée sur place, stupéfaite. « Tout ce que je veux, lâcha-t-il d'une voix glaciale, c'est mener une vie normale. Je n'ai aucune intention de me battre pour qui que ce soit. » La raison pour laquelle il ignorait Rachel et tout ce qu'elle essayait de lui expliquer était assez simple. D'une part, il ne lui faisait pas confiance. D'autre part, il était encore furieux contre elle. Rachel resta sans voix en le voyant l'ignorer complètement et se glisser directement dans son lit. Puis, elle se rappela à qui elle essayait de parler. Ce même imbécile qui ne savait faire qu'une seule chose, se battre, et dont le seul rêve était d'avoir un harem de femmes aux courbes généreuses. Prenant conscience de la situation, la fée paniqua, se demandant ce qui allait lui arriver s'il refusait de mener la vie d'un guerrier. Des souvenirs lui revinrent alors en mémoire. Le jour où elle avait été déchue de son rang d'ange de haut niveau pour devenir une simple fée personnelle. À cette époque, elle s'était agenouillée devant Dieu, le suppliant de lui pardonner son erreur. Rachel avait pleuré comme une enfant, implorant une autre punition, n'importe laquelle, sauf celle-là. Mais ses supplications avaient été vaines. La décision de Dieu était irrévocable. Et maintenant, qu'elle le veuille ou non, elle était liée à Choi Yun-seok. Ce fut la dernière image qui lui traversa l'esprit avant que le protagoniste ne la ramène brutalement à la réalité. Il lui rappela qu'une fée personnelle devait simplement obéir à son maître. Il lui ordonna donc d'écouter et de ne rien faire contre sa volonté. Soudain, la porte de la cellule s'ouvrit violemment. Le garçon bondit hors du lit, paniqué, cherchant désespérément à cacher Rachel. Une troupe de gobelins fit irruption, visiblement à la recherche du garçon pour une raison inconnue. D'une voix basse, Rachel lui murmura qu'elle pouvait facilement utiliser sa compétence de furtivité pour se dissimuler et qu'il n'avait pas besoin de l'écraser contre lui. L'un des gobelins, armé d'une énorme épée, les fit sursauter en annonçant que le chef de la prison, Sir Reed Run, désirait voir le garçon. Moins d'une minute plus tard, sans avoir le temps de protester, ils se retrouvèrent dans le bureau de l'orque à tête de taureau. Ce dernier déclara sans détour « J'ai entendu dire que tu travaillais dur ces derniers temps. » Le garçon en resta bouche bée. C'était totalement faux. Il comprit rapidement que le gobelin perché sur son épaule était celui qu'il avait encensé, simplement parce qu'il aimait se balader sur lui comme sur un cheval. L'orque poursuivit en expliquant qu'il ne s'attendait pas à entendre du bien de lui, surtout après ses frasques du premier jour. Et en guise d'appréciation, ou peut-être de punition déguisée, il lui offrit la place de premier esclave de la prison. La nouvelle laissa tout le monde sous le choc. En réalité, Reed Run comptait exploiter le garçon pour accélérer l'avancement de leur projet de construction. Pendant ce temps, Rachel, toujours cachée, lui murmurait à l'oreille de refuser immédiatement l'offre de cette brute. Mais Choi l'ignora complètement, ce qui la fit exploser de rage. Elle se mit à hurler, lui rappelant qu'aucun héros ne devait jamais travailler pour l'armée du Seigneur Démon. Même si elle était invisible, sa voix portait suffisamment loin pour éveiller la curiosité d'un gobelin et de l'orque à tête de taureau. Ils se demandèrent d'où venait cette voix féminine. Pris au dépourvu, le garçon n'eut d'autre choix que d'accepter précipitamment l'offre de Reed Run. Dans la foulée, il s'inclina si brusquement que son front heurta volontairement le bureau. Sa réaction fut efficace. L'orque et le gobelin oubliaient immédiatement la voix mystérieuse, trop impressionnés par ce qu'ils prenaient pour un signe de respect soudain. L'entrevue se termina là-dessus et, les larmes aux yeux, Choi fut renvoyé sans autre discussion. Quelques jours plus tard, dans la cour de la forteresse, les esclaves étaient contraints de chanter une nouvelle chanson macabre sur le massacre et la dévoration des humains. Tout en haut d'une tour, quelqu'un observait la scène et donnait des ordres. Contre toute attente, il s'agissait de Choi Yun-seok lui-même, ayant pleinement embrassé son rôle de chef des esclaves. Pour lui,
C'était une situation idéale. Non seulement il n'avait plus à travailler aussi dur que les autres, mais il pouvait également perfectionner discrètement certaines de ses compétences cachées, comme son charisme. En seulement quelques jours, son comportement avait tellement changé que même les humains autour de lui commencèrent à douter. Était-il encore la même personne qu'avant ou avait-il réellement rejoint les rangs du Seigneur Démon? Rachel fit tout son possible pour le convaincre de revenir à la raison, mais le garçon avait déjà pris sa décision. Il se contenta de lui dire de faire confiance au processus, sans donner plus d'explications. Lorsqu'il vit un esclave s'effondrer au sol, il se mit immédiatement à lui hurler dessus, l'accusant de faiblesse. À cet instant, le système apparut de nouveau, annonçant que la cote de popularité du garçon auprès de l'orque à tête de bœuf avait augmenté. Il n'était désormais plus qu'à quelques pas de son objectif. Sans hésitation, il se dirigea droit vers le bureau de Reed Run, lui témoignant du respect et le remerciant, même s'il ignorait si l'orque rouge l'observait réellement à ce moment-là. Pendant ce temps, Rachel perdait patience. Elle ne supportait plus de voir le garçon agir ainsi juste pour plaire au démon. Incapable de se contenir, elle éclata et exigea de savoir pourquoi il faisait tout ça. Le garçon, agacé, se couvrit les oreilles ou se gratta simplement la tête, puis lui demanda de se calmer. Il expliqua qu'il ne faisait que suivre les directives du système. Mais Rachel refusa d'y croire. Pour elle, un système créé par les dieux ne demanderait jamais à un héros de gagner la faveur d'un démon. Pour prouver sa bonne foi, le garçon fit apparaître la fenêtre du système et lui montra le message exact. Même face à la preuve, Rachel refusa d'accepter la réalité. Pire encore, le message contenait aussi quelques insultes à son égard, ce qui ne fit que la blesser davantage. Se sentant abandonnée par les dieux, elle éclata en sanglots. Ce message était apparu pour la première fois juste après qu'ils aient quitté le bureau de Reed Run. Choi Hun-sok, épuisé, était sur le point de s'endormir. Mais Rachel, folle de rage, exigea une explication avant de le laisser se reposer si facilement. Cette nuit-là, au lieu de chercher à la rassurer avec des mots, le garçon l'attrapa fermement dans sa main et serra son minuscule corps, lui lançant des reproches furieux. Il la rendait responsable de son obligation d'accepter cette mission. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle fenêtre du système apparut. Elle expliquait que Choi Hun-sok s'était retrouvé dans cette situation à cause d'une erreur stupide d'un idiot. Pour compenser cette erreur, le système lui offrait une chance de s'échapper. Cependant, pour la débloquer, il devait d'abord gagner la faveur de Reed Run. Face à ce nouvel élément, le garçon se demanda ce que tout cela signifiait réellement. Après un moment de réflexion, il finit par comprendre. De retour au présent, il jouait parfaitement son rôle de démon haut gradé dans l'armée du roi démon, criant des ordres aux esclaves avec un sourire satisfait sur son visage déformé par le mépris. Pour Rachel, rien de tout cela n'avait de sens, ni les messages du système, ni le comportement du garçon. C'est alors que le gobelin qui adorait se percher sur son dos refit son apparition. Il lui annonça que Sir Reed Run demandait à le voir. Sans perdre de temps, le garçon se rendit au bureau de l'orque rouge. À sa grande surprise, Reed Run lui annonça avoir reçu de nombreux rapports indiquant que la productivité des esclaves avait considérablement augmenté. Et tout cela grâce à lui. Le garçon se lança alors dans un discours absurde, laissant entendre qu'il n'avait rien fait d'exceptionnel et que tout le mérite revenait à Sir Reed Run. Ces propos insensés ne firent qu'accroître la déception de Rachel. Mais, contrairement à elle, Reed Run sembla apprécier encore plus le garçon après avoir entendu sa réponse. Cette interaction fit grimper la cote de popularité du garçon auprès de l'orque à tête de bœuf, complétant ainsi sa première quête et lui faisant gagner 100 points de héros. Rachel ne s'attendait absolument pas à un tel retournement de situation. Sans qu'elle ne le sache, Choi Hun-sok avait déjà un plan en tête. Dès qu'il eut terminé cette quête, il s'avança vers le bureau de Reed Run et demanda respectueusement l'autorisation d'entraîner les esclaves. Reed Run parut surpris et demanda ce que le protagoniste entendait exactement par « entraîner les esclaves ». Totalement préparé à ce moment, le garçon expliqua son idée avec assurance, esquissant négligemment un tableau pour Reed Run. Imagine un groupe d'esclaves ouvriers d'élite avançant en parfaite synchronisation. Des esclaves disciplinés, experts dans leur travail, exécutant leurs tâches avec une précision absolue, sans la moindre paresse. Si nous les entraînons, ils pourraient terminer la construction de la forteresse en moins d'une semaine. Son discours était convaincant et Reed Run sembla intrigué, bien que l'orque rouge conservât quelques doutes. Il se demanda si des humains, avec leur corps faible et fragile, pouvaient réellement supporter un entraînement aussi intensif en plus de leur travail habituel. Malgré tout,
La proposition du garçon avait indéniablement capté son attention. C'est alors que le protagoniste joua un tour habile. Il déclara que si ce plan fonctionnait, ce serait un immense exploit pour Reed Run. Il insinua même que les supérieurs pourraient en entendre parler. Alors pourquoi ne pas lui donner une chance? Cette fois, l'orque à tête de bovin se laissa convaincre et accepta de laisser le garçon faire ce qu'il voulait pour entraîner les autres esclaves. Comme la nuit était déjà tombée, ils retournèrent à la cellule. Mais Rachel se remit à pleurer, affirmant que son héros avait perdu la tête et ne savait absolument pas ce qu'il faisait. Elle se lamenta sur sa malchance, forcée de vivre et de travailler sous les ordres d'un idiot pareil. Voyant la jeune fille pleurer or et encore sans raison valable, le garçon trouva cela incroyablement agaçant. Il décida alors de lui révéler qu'il avait en réalité un plan solide. Au début, Rachel ne le crut pas. Elle pensa que Troy se moquait encore d'elle, comme à son habitude. Mais cette fois, le garçon était sérieux. Il déclara avec assurance que son véritable objectif était d'entraîner les esclaves humains et, au moment opportun, de déclencher une rébellion. Partageant une partie de son raisonnement, il expliqua que le nombre de soldats de l'armée démoniaque et celui des esclaves humains étaient presque égaux. Il suffisait juste de donner un peu de temps aux humains pour apprendre à se battre. En entendant cela, Rachel fut profondément émue. Pour la première fois, elle se sentit soulagée, réalisant qu'elle ne servait pas un imbécile travaillant pour l'armée des démons. Après l'avoir calmé, le garçon avait encore une chose à faire avant la fin de la nuit. Vérifier quelle récompense il pouvait obtenir après avoir accompli sa première quête et gagné 100 points de héros. De son côté, Rachel, en tant que fée débutante, ou du moins prétendant l'être, semblait ignorer que le système disposait d'une boutique du héros. Sans hésiter, le garçon décida de tenter sa chance et d'ouvrir la boutique, espérant obtenir un objet légendaire ou, au moins, une récompense digne de son effort. Plein d'enthousiasme, à l'idée de voir ce qu'il allait recevoir après avoir accompli sa première quête étrange, il fut complètement sous le choc en découvrant qu'il n'allait ni obtenir un objet légendaire, ni une compétence puissante, mais quelque chose de bien pire. Son choix se limitait à 2 talents de rang F, l'un lui permettant de retenir sa respiration plus longtemps, l'autre d'améliorer sa capacité à se retenir d'aller aux toilettes. Le reste des compétences disponibles n'était guère plus reluisant. Des aptitudes comme la lessive, la cuisine, le ménage et d'autres tâches domestiques étaient proposées. Rachel éclata de rire, ce qui aggrava encore l'humeur déjà exécrable du garçon. Pour une fois, Rachel ne mentait pas en expliquant qu'il ne s'agissait que d'une boutique de niveau 1 et qu'il devait gagner davantage de points de héros pour la faire monter de niveau et débloquer de meilleures récompenses. Mais ce que Rachel ne comprenait pas, c'est que ce n'était pas le moment de lui demander d'être raisonnable. Perdant son sang-froid, Choi Hun-suk se jeta sur elle, tentant de l'attraper pour lui administrer une bonne claque sur les fesses, histoire d'évacuer sa frustration. Quelques jours, voire quelques semaines plus tard, les esclaves étaient alignés en rang impeccable dans la cour de la forteresse, prêts à saluer le roi démon. Sans surprise, c'était le protagoniste qui avait organisé tout cela. Ensuite, il ordonna aux esclaves d'entonner un autre de leurs chants glorifiant la défaite et l'anéantissement des humains. Chaque groupe d'esclaves humains, soigneusement divisé en sections de 30 personnes, se mit à scander et chanter à l'unisson, suivant les ordres de choix. Un peu plus loin, le seigneur Raedron observait la scène, soulagé d'avoir laissé le garçon entraîner les esclaves. C'est alors que quelqu'un fit irruption dans son bureau, essoufflé. Il s'agissait de l'un de ses subordonnés, probablement le même gobelin qui semblait apprécier Choi Hun-suk, venu lui faire un rapport urgent. Sans perdre un instant, le gobelin annonça que l'armée humaine avançait vers leur forteresse et avait déjà écrasé la 8e division, qui était censée les affronter. L'orque à tête de bœuf ne paniqua pas. Il analysa la situation avec calme, sachant que cette division était la plus puissante armée démoniaque de la région. Il comprit rapidement qu'il n'avait plus d'autre choix que d'abandonner la forteresse et de battre en retraite alors qu'elle était sur le point d'être achevée. Le gobelin expliqua que les humains étaient déjà tout proches et avertit son chef qu'il devait fuir immédiatement. Mais Raedron avait autre chose en tête. Il se tourna vers la fenêtre et posa son regard sur Choi Hun-suk. D'après son expérience et son instinct, ce garçon avait le potentiel de devenir un atout précieux. Raedron n'avait aucune intention de l'abandonner et de s'enfuir sans lui. Pendant ce temps, le protagoniste était plongé dans son entraînement quotidien, inconscient de ce qui se passait, jusqu'à ce qu'un bruit fracassant résonne. La fenêtre de Raedron venait de voler en éclats. Pourtant, Choi n'y prêta pas plus d'attention.
préférant se concentrer sur l'examen de son statut. Pendant ce temps, Rydron escaladait déjà la fenêtre brisée, prêt à agir. Alors que le garçon réfléchissait au fait qu'aucun événement imprévu ne lui permettait d'augmenter son statut, l'orque rouge à tête de bœuf atterrit soudainement juste derrière lui. Pris de court, il ne put s'empêcher de sursauter et de se demander ce que Rydron lui voulait. Sans perdre une seconde, ce dernier lui ordonna de le suivre immédiatement. Sous le choc, le protagoniste demanda pourquoi il devait partir si soudainement avec le chef orc. Mais avant que Rydron ne puisse répondre, l'armée humaine surgit de nulle part et leur chef donna l'ordre d'attaquer. Les lanciers chargèrent en première ligne, tandis que les archers couvraient l'assaut depuis l'arrière, prenant totalement les gobelins au dépourvu. En voyant le nombre impressionnant d'humains, Rydron comprit instantanément qu'il n'avait aucune chance de riposter. Pour ne rien arranger, les esclaves humains commencèrent à fuir le champ de bataille, cherchant à sauver leur peau. Au milieu du chaos, une pensée traversa l'esprit du garçon. Et si je trahissais Rydron maintenant, si je le poignardais dans le dos pour m'attribuer la gloire d'avoir éliminé l'un des généraux du roi démon, l'idée d'être honoré et reconnu comme un héros était terriblement tentante. Mais avant qu'il ne puisse passer à l'action, un chevalier humain apparut soudainement près d'eux, prêt à tuer Rydron. Cette vision le ramena brutalement à la réalité. Contre toute attente, Rydron n'eut même pas besoin de se battre. D'un simple mouvement rapide, il attrapa la tête du chevalier à main nue et l'arrêta net. Mais il ne s'arrêta pas là. Il serra son étreinte, broyant lentement le crâne de l'homme jusqu'à ce qu'il menace d'exploser sous la pression. Le protagoniste resta figé, horrifié par la scène. Et ce n'était pas terminé. Rydron souleva ensuite le corps sans vie du chevalier et le fracassa violemment contre le sol. L'impact fut si brutal qu'il ne se contenta pas de tuer le chevalier sur le coup. Le choc fissura le sol tout autour et projeta plusieurs soldats en arrière. Se tournant vers le garçon, l'orque à tête de bœuf lui demanda s'il était blessé. Physiquement, le protagoniste était indemne, mais la violence de ce qu'il venait de voir le laissa tétanisé. À cet instant précis, il comprit une chose. Mieux valait ne pas se mettre en travers de Rydron. Des heures plus tard, après que les humains eurent totalement pris possession de la forteresse démoniaque, les soldats commencèrent à rassembler les esclaves humains, les divisant en différents groupes. Ils séparaient également les guerriers et les soi-disant héros des simples civils. C'est alors qu'un homme arriva pour saluer les guerriers. Il s'agissait du commandant de l'armée humaine, le duc Oliven Grimir. Peu après, un soldat s'approcha pour lui faire son rapport. L'évacuation des civils avait été menée à bien. Le soldat mentionna également qu'ils avaient enrôlé tous ceux qui prétendaient être des héros ou des guerriers. Oliven hocha la tête avec approbation, remercia le soldat pour son travail et lui rappela que le moment était venu pour les soldats d'accomplir leur devoir. Sur ordre du duc Oliven, un groupe de soldats dégaina soudainement leurs épées et encercla les pauvres prétendus guerriers, les prenant au dépourvu et tentant de les éliminer sur le champ. Pendant ce temps, de l'autre côté du territoire des démons, plusieurs chariots avançaient à travers la forêt. Le protagoniste était assis dans l'un d'eux, rongé par le regret d'avoir suivi Rydron et d'avoir rejoint l'armée démoniaque. Il n'avait jamais prévu de s'allier à un démon, mais après avoir vu la façon dont Rydron avait massacré ce chevalier et balayé les autres, il s'était senti contraint de le suivre, comme s'il n'avait pas d'autre choix. Rachel, en revanche, ne lui en voulait pas du tout d'avoir abandonné les autres humains. Au contraire, elle était persuadée que son guerrier agissait selon un plan plus vaste, visant à se rapprocher du roi démon pour mieux le vaincre. Elle alla même jusqu'à remercier Yunsuk pour ce choix. Leur conversation, bien que discrète, finit par réveiller Rydron, qui venait à peine de s'assoupir. L'orque à tête de taureau ouvrit les yeux et demanda au garçon s'il avait quelque chose à lui dire. Choi Yunsuk sursauta légèrement avant d'adopter une expression faussement assurée, prétendant qu'il murmurait simplement combien il était honoré de voyager aux côtés de Rydron. En entendant cela, l'expression du démon changea aussitôt. Un sourire satisfait se dessina sur son visage, tandis qu'il déclarait à quel point ses paroles lui faisaient plaisir. Mais ce qui surprit encore plus le garçon, c'est ce que Rydron annonça ensuite. Dès leur arrivée à destination, Choi Yunsuk serait officiellement enrôlé dans l'armée des démons. Forçant un sourire crispé, il balbutia quelques mots de gratitude. Mais à l'intérieur, il paniquait complètement. Après plusieurs heures de voyage, alors que le soleil venait de se coucher, ils arrivèrent enfin au quartier général du 3e corps. Le château se dressait devant eux, imposant et menaçant. Rydron lui fit signe de le suivre, précisant qu'il comptait l'emmener directement voir le commandant. Les larmes aux yeux et l'estomac noué,
Choi Yun-suk savait qu'il ne pouvait pas refuser. Comme si la situation n'était pas déjà assez angoissante, Rae-Droon ajouta une mise en garde. Face au commandant, la moindre erreur pourrait lui coûter la vie en moins d'une minute. Serrant les dents, le garçon se força à voir cela comme un énième défi à surmonter s'il voulait survivre. Il suivit donc l'orque à travers les longs couloirs du château jusqu'à ce qu'ils atteignent la porte du commandant. Rae-Droon annonça sa présence et demanda la permission d'entrer. Un silence s'installa, puis une voix féminine s'éleva, leur donnant l'autorisation d'entrer. Choi Yun-suk fronça les sourcils. Se pouvait-il que le commandant terrifiant dont Rae-Droon lui avait parlé soit une femme ou était-ce simplement la voix d'une gardienne? Toutes ces questions trouvèrent réponse dès qu'il mit un pied dans la pièce. Devant lui se tenait le commandant démoniaque, une femme à la silhouette renversante dont les courbes semblaient défier les lois de la physique. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Était-il réellement en présence d'un démon aussi magnifique et en plus respecté par Rae-Droon lui-même? De son côté, la commandante Emis rayonnait de bonheur, comme si elle retrouvait un amant perdu de vue depuis des années. Elle s'empressa de complimenter Rae-Droon, échangeant avec lui des plaisanteries sur leurs muscles et leur apparence. Choi Yun-suk, encore sous le choc, se demanda s'il devait en faire autant et trouver un compliment à adresser à la commandante. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, Rae-Droon s'avança et s'excusa pour son échec à protéger la forteresse récemment construite. Contre toute attente, la femme ne lui en tint pas rigueur. Au lieu de cela, elle rejeta la faute sur le commandant de la 8e division, déclarant que c'était lui le véritable responsable du chaos actuel. Un sourire narquois aux lèvres, mais une colère perceptible dans la voix, Emis laissa échapper une remarque cinglante. Elle aurait dû faire de cet incapable un tapis de peau bien avant que cela ne dégénère. Alors qu'elle parlait, une aura sombre se dégagea d'elle, emplissant la pièce d'une énergie oppressante. Choi Yun-suk sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'air était devenu si lourd qu'il peinait à respirer. Ses mains tremblaient sous la pression écrasante de cette puissance inhumaine. Il comprit alors une chose essentielle. Il n'avait encore jamais côtoyé une force aussi terrifiante.